Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Collège de France pour cette conférence consacrée à un projet de recherche qui donc croise différents regards sur la question de l'eau atmosphérique. L'eau atmosphérique est présente sous différentes formes dans le ciel, si je puis dire, sous forme de vapeur, de gouttelettes d'eau liquide et de cristaux de glace. Donc nous parlons entre autres de la pluie, de la neige, de la grêle, du brouillard. Et on observe aujourd'hui un contrôle ou des tentatives de contrôle par les humains de cette eau, ce qui interroge les chercheurs sur la relation qu'ont les sociétés à leur environnement et ce qui aussi, dans un contexte de réchauffement climatique, place cette eau atmosphérique au cœur d'enjeux internationaux, donc avec des questions environnementales, de durabilité, d'équité, mais aussi des questions politiques. Et ces enjeux que nous allons évoquer sont abordés par plusieurs disciplines dans ce projet, le droit international, la théologie, la philosophie, l'histoire et aussi l'ethnographie. Il faut garder en tête que cette recherche, donc particulièrement pluridisciplinaire, a débuté en 2024 et poursuivra jusqu'en 2027. Donc aujourd'hui, nous évoquerons de premières réflexions, mais qui vont se poursuivre dans les années à venir. Cette conférence ce soir est la dernière du cycle annuel à la recherche d'un avenir commun durable. Ce projet est en effet soutenu par l'initiative Avenir commun durable qui est née en 2021 de la volonté de plusieurs professeurs du Collège de France d'agir face aux enjeux du changement climatique et de penser ces problématiques. Et pour ce faire, Avenir commun durable bénéficie du soutien de la Fondation du Collège de France, de ses grands mécènes, la Fondation Covea et Total Énergie, et de ses mécènes, Forvia et Saint-Gobain. Alors le projet qu'on évoque aujourd'hui est porté par deux professeurs. Thomas Remer, professeur et administrateur du Collège de France, titulaire de la chaire Milieu biblique. Malheureusement, il ne peut pas être là ce soir à cause d'un empêchement de dernière minute. Bon. Et ce projet est aussi porté par Laurence Boisson de Chazourne, qui est professeure de droit international à l'Université de Genève et qui est aussi ancienne titulaire de la chaire Avenir commun durable. Plusieurs chercheurs travaillent aux côtés de ces professeurs et nous avons la chance d'en recevoir 3 ce soir pour nous parler de ce projet. Ils interviennent chacun sur des aspects différents de la question selon leur spécialité. Donc, pour vous présenter, je commence par Matteo Bertol, qui est tout au bout. Vous êtes doctorant en théologie à l'Université de Lorraine. Votre thèse, co-dirigée par M. Remer, d'ailleurs, vise à retracer l'histoire du développement de la quête de l'Arche d'Alliance. Damien Delorme, à côté de lui, vous êtes agrégé de philosophie, docteur en philosophie et en théologie, et chargé de cours en éthique de l'environnement aux universités de Genève, de Lausanne et de Lyon. Et Guillaume Guesmaillard, vous êtes doctorant en droit international à l'Université de Genève et à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous achevez votre thèse actuellement qui porte sur les pouvoirs inhérents du juge et vous êtes aussi enseignant, notamment à l'Université catholique de Lille, à l'Université Savoie-Mont-Blanc et à Paris 1. Alors justement, pour entrer en matière, Guillaume Guesmaillard, je m'adresse à vous parce que le point de départ de ce projet, c'est une réflexion qui vient du droit, qui vient des juristes, face aux tentatives actuelles de maîtrise de l'eau atmosphérique par certains humains, et notamment, vous me disiez, en géo-ingénierie, avec la technique de l'ensemencement des nuages. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, nous expliquer donc le point de départ de votre réflexion, et nous expliquer ce qu'est aussi l'ensemencement des nuages? Bien sûr. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre présence. Et, merci pour la question. Le projet, en fait, a vu le jour aussi parce qu'il y avait certaines interrogations quant à cette technique d'ensemencement des nuages. Vous savez, c'est une technique où on va envoyer des produits chimiques dans le ciel pour d'abord faire grossir les nuages, parfois provoquer même les nuages, les faire grossir, puis après déclencher la pluie. Et je trouvais cette technique très intéressante et petit à petit, on a vu que des États utilisaient fréquemment ces techniques d'ensemencement des nuages et qu'en fait, il y a une certaine histoire à cette utilisation des eaux atmosphériques. On a pu tracer que déjà au XIXe siècle, des fermiers utilisaient cette technique, alors de manière un petit peu plus primitive. Ils envoyaient des fusées d'artifice remplies d'iodure d'argent en espérant déclencher la pluie au-dessus de leurs champs. Ce qui a donné lieu à certains contentieux, des contentieux aux États-Unis d'Amérique notamment, quant aux dégâts provoqués par des inondations ponctuelles sur un champ et qui se sont, avec l'eau qui s'est déplacée sur le champ d'à côté. Et puis le renouveau de cette technique d'ensemencement des nuages et
d'utilisation des eaux atmosphériques, c'est dans les années 50. Dans les années 50, vous avez la guerre froide et vous avez une utilisation militaire qui est développée de cette eau atmosphérique. Vous avez peut-être entendu parler de l'opération Popeye pendant la guerre du Vietnam, où les États-Unis d'Amérique, entre 1967 et 1972, ont massivement recouru à ces techniques de modification de l'environnement, à cette technique d'ensemencement des nuages, pour ralentir, pour faire pleuvoir et donc ralentir les troupes nord-vietnamiennes, excusez-moi, pour ralentir leur avancée vers le sud. Vous avez une réaction assez rapide, puisque rapidement les États-Unis d'Amérique se sont dit on ne va peut-être pas continuer à utiliser ces techniques à des fins militaires, et donc vous avez une convention, la convention de 1977, qui vise à empêcher, interdire l'utilisation de techniques de modification de l'environnement à des fins militaires. Mais l'article 2 de cette même convention nous dit quoi? Nous dit que l'utilisation à des fins pacifiques n'est pas réglementée par cette convention, et de manière générale, elle n'est pas réglementée par le droit international public. Le droit international public ne dit rien quant à cette modification de l'environnement atmosphérique à des fins pacifiques uniquement. Petit à petit, on a aussi à l'époque une utilisation donc non militaire qui est faite de ces techniques de modification de l'environnement, de ces techniques d'ensemencement des nuages, faites par plusieurs puissances, l'URSS également, la Chine. Vous avez plusieurs raisons à cela. Vous avez des raisons parfois commerciales, favoriser un certain type de culture en déclenchant plus de pluie, ou éviter que des cultures ne soient abîmées par de la grêle, par exemple. Et donc on va déclencher en amont la pluie pour éviter que la grêle ne vienne saccager les cultures. C'est utilisé depuis très longtemps, à l'époque en URSS, aujourd'hui en Russie, en Chine, et aussi en France, où vous avez une association des vignerons dans le Bordelais et en Bourgogne qui vise à déclencher, lorsqu'il y a des craintes de grêle, l'eau atmosphérique pour qu'elle n'abîme pas le raisin. Et on arrive maintenant, c'est une histoire en accéléré, vous le comprenez, mais on arrive au tournant des années 2000, et là on a cette question maintenant de l'eau qui devient une ressource très recherchée par un grand nombre d'États, un nombre croissant d'États, et tout d'un coup, on utilise cette fois l'eau atmosphérique. Pourquoi? Pour simplement recharger les nappes phréatiques. Plus uniquement à des fins commerciales, mais simplement à des fins aussi de subsistance. Vous avez également, beaucoup plus récemment, post-2010, tout d'un coup, l'idée que l'eau atmosphérique, dont l'une des formes d'expression sont les nuages, c'est peut-être la forme d'expression la plus connue pour nous, mais sachez que les nuages ne représentent que 0,5% de la totalité de l'eau atmosphérique. Donc les nuages, même si parfois ils paraissent nombreux, pas aujourd'hui apparemment, mais ces nuages-là ne constituent qu'une minorité du réservoir eau atmosphérique. Et bien maintenant, on se dit depuis peu qu'on pourrait utiliser ces nuages pour réverbérer les rayons du soleil et renvoyer donc la chaleur que ce soleil pourrait autrement diffuser sur la planète Terre, et donc lutter contre le réchauffement climatique. Ces techniques-là sont des techniques qui visent plutôt à blanchir les nuages. Donc on va tenter, comme vous le savez, le blanc renvoie le soleil, les rayons du soleil, bien on va tenter de blanchir un petit peu plus les nuages pour que ceux-ci renvoient plus de rayons dans l'atmosphère. Le point donc de tout ça, c'est de montrer que l'utilisation de l'eau atmosphérique est variée. Il y a des utilisations à des fins de subsistance, commerciales, parfois militaires. Alors aujourd'hui, cette utilisation à des fins militaires est proscrite par cette convention de 1977. Sachez juste que nous sommes en France et que la France n'est pas partie à cette convention de 1977. Pourquoi? Parce que la France considère que c'est incompatible avec son statut de puissance nucléaire. Elle considère que l'utilisation des armes nucléaires conduit ipso facto à une modification de l'environnement et que donc elle ne peut pas se priver de cet élément de dissuasion en ratifiant
cette convention de 77. Sachez que toutes les autres puissances nucléaires ne sont pas d'accord avec cette interprétation et ont eux-mêmes ratifié la convention. D'accord. Et alors, j'imagine, enfin, je vous pose la question, que quand même ces pratiques comportent des risques. Lesquels sont-ils, s'il y en a? Alors, il y a plusieurs risques qui ont été soulevés. Certains, on n'en est pas encore trop sûr, et d'autres semblent plus avérés. Vous avez, premièrement, l'utilisation de produits chimiques. Pour créer des nuages, pour les faire grossir et pour que la pluie soit plus abondante et donc que la technique soit plus efficace, vous envoyez à minima de l'iodure d'argent, mais vous avez aussi tout un tas de produits chimiques qu'on envoie dans l'atmosphère pour déclencher cette ces pluies. Et donc déjà, on n'est pas encore sûr de l'impact de ces produits chimiques dans l'atmosphère, mais on est encore moins sûr de l'impact de ces produits chimiques lorsqu'ils retouchent Terre et que s'il y a une surconcentration, notamment de cette iodure d'argent, à un endroit donné, puisque généralement, l'ensemencement des nuages est réalisé à un endroit précis, c'est-à-dire vous avez des flux d'eau atmosphérique qui vont souvent passer au même endroit, et donc vous allez canarder, bombarder les nuages, comme vous pouvez le voir sur cette petite illustration, souvent au même endroit, ce qui veut dire que les gens qui sont en dessous vont souvent recevoir cette iodure d'argent dont on n'est pas encore très sûr des impacts sur le corps humain et même sur l'environnement, bien évidemment. Et au-delà de ça, j'imagine qu'entre territoires, qu'entre États, ça peut aussi poser question. Exactement, c'est le second point. Vous avez certains États qui commencent à s'inquiéter de l'utilisation ou une surutilisation de cette eau atmosphérique par leurs États voisins. Je vous donne un exemple, l'Inde. L'Inde s'inquiète grandement du fait que la Chine contrôle les eaux de pluie sur l'intégralité de son territoire. C'est le projet chinois à l'horizon 2030 et notamment le plateau tibétain. Le plateau tibétain aujourd'hui est une zone de survol de l'eau atmosphérique, mais l'eau atmosphérique ne tombe pas sur ce plateau et va poursuivre son chemin jusque dans les parties nord de l'Inde où il y a ces grosses moussons. Ces moussons peuvent être catastrophiques, bien évidemment, parfois humainement parlant, mais elles participent à la fois culturellement et culturellement de la vie de cette partie de l'Inde et également en termes d'agriculture. Donc il y a une crainte que l'utilisation de l'eau atmosphérique à un endroit conduise à un assèchement de l'eau atmosphérique à un autre endroit. D'accord. Et face à tous ces risques, donc, vous le disiez, vous avez constaté qu'il existe très peu en fait, de réglementation. Et donc j'ai l'impression que l'objectif de ce projet, c'est d'en proposer une. C'est exactement ça. On a constaté que l'eau, la ressource eau, en droit international public, elle est fragmentée entre ces différents réservoirs. Vous allez avoir quelques règles de droit, même des règles de droit plutôt abondantes en ce qui concerne les fleuves, en ce qui concerne les lacs, les aquifères. Vous avez, pour vous donner deux exemples, deux conventions dans les années 90, une convention dite sur l'eau de 1992 et une convention sur les utilisations non commerciales, les utilisations des rivières à des fins autres que la navigation. C'est une convention de 1997. Donc vous avez un certain nombre de règles pour certains réservoirs. Là, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une grande messe sur les océans à Nice. Vous avez un traité qui récemment a été adopté en 2024, qui est en passe d'obtenir ces 60 ratifications qui va permettre le déclenchement des obligations juridiques, puisque pour l'instant le traité n'est pas encore entré en vigueur. Et vous avez en revanche une grande inconnue, un grand impensé, ce sont les eaux atmosphériques. Et pourtant les eaux atmosphériques sont un réservoir extrêmement important, puisque c'est un réservoir qui fait le lien, qui sert de lien entre notamment les océans, les rivières, et d'autres parties du territoire. C'est un réservoir qui est extrêmement volatile, peut-être aussi ce qui explique l'absence de règles juridiques à son égard, parce que c'est un réservoir où l'eau est maintenue dans ce réservoir pendant 5 à 10 jours.
au bout de 10 jours, l'eau retombe sur Terre. Alors que dans les océans, on est plutôt de l'ordre de 2 à 3 000 ans. Pour les glaciers, on est plutôt de l'ordre de 10 000 à plusieurs millions d'années. Donc vous voyez, c'est un réservoir extrêmement volatile qui n'est pas saisi par le droit international, qui aurait pu l'être par cette convention de 1977 sur l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires, mais qui a été expressément exclu de cette convention lorsque l'utilisation est à des fins pacifiques. D'accord, donc on a compris l'objectif du juriste que vous êtes. Ce qui est intéressant et ce qui est original dans cette recherche, je trouve, c'est l'intervention d'autres disciplines que le droit pour nourrir ce travail. Je m'adresse à vous, Monsieur Berthold. Je vous pose une petite question globale et puis ensuite on abordera plus les résultats de vos travaux. Pourriez-vous nous dire ce que peuvent apporter en fait des disciplines telles que la théologie, la philosophie, l'ethnographie? Quel est l'intérêt de croiser différents regards comme cela? Alors, absolument. Vous savez, quand j'ai commencé mes études de théologie, je me souviens encore le premier jour, il y avait un professeur, le professeur Ascani, qui avait déclaré « Ah, la théologie, la discipline reine ». Et dans ce projet, alors, ce n'est pas le cas, et heureusement, je pense que l'intérêt public a basculé sur d'autres disciplines. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que la théologie est la discipline reine, même on pourrait dire que c'est une discipline ancillaire dans le cadre de ce projet, c'est-à-dire une discipline servante qui apporte des éléments à une autre discipline qui est le droit. Mais blague à part, en fait, pour, je pense, les sciences humaines, que ce soit l'histoire, que ce soit l'ethnographie, la philosophie et la théologie, la question juridique que vient d'évoquer Guillaume, c'est une forme en fait d'interpellation qui soulève en fait une question plus large autour de nos paradigmes pour penser l'eau, et qu'en fait ce trou qu'on a là au niveau juridique, en fait, il ne vient pas de rien parce que le droit est toujours créé dans un contexte intellectuel, et il reflète ce contexte. Donc c'est que plus largement, au plan historique, on n'a pas pensé cette eau atmosphérique et on n'a pas pensé ce contrôle de l'eau atmosphérique. Et donc on n'a pas pensé non plus au niveau de la philosophie, on n'a pas pensé non plus à tous les autres niveaux. En fait, on découvre que la fissure est plus large que le droit et que si on veut, disons, la colmater, il faudra plus que le droit pour y arriver. Ça, c'est une première chose. Et d'autant que si, en fait, on jette un regard historique, ne fût-ce que très rapide, en fait, sur ces questions d'eau atmosphérique, on se rend assez rapidement compte que cette béance, qu'on pourrait appeler comme ça, sur la réflexion sur le contrôle de l'atmosphérique, elle n'est pas de tout temps et elle n'est pas de tout lieu, on pourrait dire. En fait, on trouve des sociétés encore aujourd'hui qui ont totalement, dans des termes qui ne sont pas ceux des paradigmes de pensée classiques occidentaux, mais on a des sociétés qui, aujourd'hui, rationalisent la question de la gestion de l'eau atmosphérique. Et dans notre histoire, pareil. Oui. D'accord. Bah alors, justement, pour retracer un historique et peut-être partir d'un peu plus loin, donc vous, comme vous le disiez, vous menez vos recherches en théologie, donc avec Monsieur Romer. Et donc vous étudierez le rapport des différentes sociétés donc, à l'eau atmosphérique, et vos travaux montrent que c'est une préoccupation très ancienne, vous me disiez, et donc on trouve des mentions de l'eau atmosphérique, notamment dans la Bible déjà. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ces textes nous apprennent en fait sur les rapports de l'eau atmosphérique déjà depuis l'Antiquité? Oui, absolument. En fait, la Bible, c'est une forme de bon point de départ parce que c'est à la fois un texte ancien, mais qui en même temps va continuer à être porté, disons en tout cas dans le monde occidental, pendant assez longtemps, qui va rester quand même un fait central pour l'histoire culturelle de l'Occident. Et dans le texte biblique, voilà, une des premières histoires qu'on trouve concernant l'eau atmosphérique, c'est le déluge. C'est les fameux 40 jours et 40 nuits de pluie. Dieu, disons, qui en a assez de l'humanité et qui la condamne, sauf Noé, sa famille et les animaux qu'il pourra prendre avec lui. Mais cette histoire, si on la regarde, non pas de l'angle anthropocentré, c'est-à-dire quid de Noé, mais qu'on s'intéresse un tout petit peu à l'eau atmosphérique, on se rend compte que ce récit qui apparaît très tôt dans la Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 6 à 8, c'est une histoire où on nous présente que Dieu, c'est avant tout l'entité qui va contrôler la pluie.
Et l'équilibre du monde repose sur le fait que Dieu garde l'eau atmosphérique là où elle devrait être, c'est-à-dire dans l'atmosphère. Et que au moment où il ne serait plus d'accord avec l'humanité, il pourrait la faire s'écraser sur la Terre et anéantir la création. Donc on a une perspective assez intéressante où on se rend compte que voilà, essentiellement dans la pensée ancienne, quand on réfléchit aux dieux, ce sont les entités aussi qui vont gouverner l'équilibre du monde, mais l'équilibre du monde, ça passe par l'équilibre des pluies et l'équilibre voilà, de l'eau atmosphérique. Mais ça entraîne une autre réflexion, une fois qu'on a fait ce constat assez simple, c'est que, en fait, Dieu, c'est fondamentalement une entité, en tout cas dans la Bible, avec laquelle on peut interagir. Disons, je ne vais pas aller jusqu'à... Enfin, oui, je pourrais aller jusqu'à dire c'est une entité avec laquelle on a commerce, d'une certaine manière, avec laquelle on a de l'interaction. Et du coup, on peut solliciter, en fait. On peut solliciter la pluie, on peut, par des rites, des prières, on peut se plaindre du manque de pluie à Dieu, on peut entamer un dialogue sur cette question et qui révèle en fait un paradigme qu'aujourd'hui on n'a plus en Occident, mais qui est l'idée que justement l'eau atmosphérique, c'est dans le domaine quelque part de l'influençable, peut-être par le truchement de l'interaction rituelle avec Dieu ou de la prière, mais c'est fondamentalement quelque chose qui rentre dans le domaine des choses avec lesquelles on peut interagir. Et si j'ose encore dire un mot là-dessus, c'est assez intéressant qu'on voit qu'au travers des textes bibliques qui n'ont pas tous été écrits par la même personne au même moment, on voit d'ailleurs en fait une forme d'évolution qui s'incarne dans plusieurs textes, etc. Mais on voit que typiquement des textes anciens comme le psaume 11-16 qui nous dit que Dieu fait pleuvoir sur les méchants du charbon, du feu et du soufre. Bon, on comprend qu'en fait, oui, il y a une éthique aussi de la pluie. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose en rapport avec le pouvoir de Dieu, mais aussi le pouvoir politique. Si on agit bien, eh bien, on a de la bonne pluie. Et si on agit mal, eh ben, du charbon, du soufre, mais en tout cas pas des précipitations qui pourront maintenir la sécurité alimentaire, les villes telles qu'elles sont, etc. Mais on voit que cette première conception, qui est très liée au pouvoir, à l'éthique, à la bienveillance rituelle, elle évolue aussi dans les textes tardifs. Alors, qu'est-ce que j'entends par tardif? Ça va être le Nouveau Testament, qui est dans certaines parties très influencé par la philosophie stoïcienne. Et là, on va voir des phrases assez intéressantes, comme par exemple que Dieu, c'est dans l'évangile de Marc, si je ne dis pas de bêtises, non, Matthieu, pardon, c'est dans le Sermon sur la montagne, que Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Et ça, c'est déjà en fait une forme d'évolution très philosophique des conceptions anciennes que, ah ben non, la pluie affecterait tout le monde de la même manière. Mais disons, la conception ancienne de la Bible, qu'on retrouve plus dans les textes anciens et dans l'Ancien Testament, nous montre que pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant dans la Bible, c'est qu'on va avoir déjà les deux points de vue en noyau, disons, les deux un peu grands rapports à l'eau atmosphérique, celle où elle fait partie du monde avec lequel on peut interagir, et celle où non, sont déjà en fait liées à deux théologies qu'on retrouve portées par différentes voix au sein de la Bible. Ça, c'est le premier pas intéressant, disons, et c'est pour ça que commencer par la Bible, on a quelque part les deux courants en noyau, voilà. D'accord, merci beaucoup. Pour continuer un petit peu sur cette historique, je voulais vous demander ce qu'il en est des sociétés médiévales. Je sais que vous avez quelques connaissances là-dessus. Bon, j'ai pas envie de dire que c'est des choses que tout le monde connaît dans le domaine, parce que cette eau atmosphérique, elle n'est pas si... Il faut encore s'y intéresser, mais quand je vous parlais en fait de ces deux options, de ces deux façons de voir, eh ben, il est très clair que dans les sociétés médiévales, ça va surtout être la première façon en fait de voir, celle où l'eau est voilà, et dans le domaine
du monde avec lequel on peut interagir. Et on a par exemple, c'est une source assez connue, sur laquelle déjà Jean-Pierre Devroux, qui était venu au Collège de France, avait beaucoup travaillé, c'est le traité de la grêle et du tonnerre de Saint-Agobard au IXe siècle de votre ère, un évêque de Lyon, du coup un traité sur les croyances qu'ont les paysans dans les alentours de Lyon à son époque, qui cherche à réfuter les croyances sur justement l'eau atmosphérique. Mais la phrase d'ouverture de ce traité, à mon avis, elle est assez saisissante et elle nous transporte en fait d'un coup dans ce monde où l'eau atmosphérique est pensée tout à fait différemment. J'ose la lire. C'est le traité s'ouvre sur presque tous les habitants des villes et des campagnes de cette contrée, nobles et roturières, jeunes et vieux, pensent que la grêle et le tonnerre peuvent tomber au gré des hommes. Alors, ça pose le tableau. Peut-être qu'Agobard caricature un tout petit peu pour alerter l'opinion, mais ça dit quand même quelque chose de ces sociétés médiévales, de cet autre monde où, en effet, on peut avoir des porte-grêles, on peut avoir des tempestaires qui circulent dans les contrées, qui sont réputés avoir la maîtrise du climat. Et donc là, on voit que la réponse déjà, d'une certaine manière, avec le droit, c'est que en fait, ce trou paradigmatique qu'on a aujourd'hui, il n'a pas toujours été là, en fait. Et même si au Moyen-Âge, on pense avec d'autres paradigmes, typiquement de la magie, ou un monde où Dieu règne quand même à peu près en maître, même si c'est d'autres paradigmes, on pensait la chose. Et du coup, c'est un peu la question après qu'on peut renvoyer au droit. C'est, bon, qu'est-ce qu'il faut faire de ça? Est-ce qu'on y trouve en fait une forme de base? Est-ce qu'on pourrait y trouver des éléments pour nourrir cette réflexion nouvelle en droit dans cette perspective historique? Ou est-ce qu'il faut repartir sur de nouvelles bases pour ne pas tomber dans ce qu'on peut percevoir, selon son point de vue, comme des conceptions anciennes qui n'ont plus cours aujourd'hui? Voilà. Mais en tout cas, le passé nous montre qu'on est dans une situation assez, quelque part, nouvelle et récente, en fait. Que dans la plupart de l'histoire de l'humanité, peut-être j'affirme ça trop vite, mais on n'a pas pensé l'eau atmosphérique comme quelque chose d'impossible à manipuler, d'impossible à atteindre. Non, au contraire, on y réfléchit, on cherche le statut à donner aux gens qui disent la contrôler, les tempestaires, les porte-grêles, on cherche à les administrer, à les situer dans la société, et ça c'est seulement, encore une fois, pour l'Occident. D'accord, merci beaucoup pour ce regard sur le passé, donc qui éclairera, j'imagine, le présent. Damien Delorme, je m'adresse à vous parce que donc, vous intervenez sur ce projet, vous, pour faire l'historique du concept de l'eau atmosphérique. Vous faites une généalogie philosophique, pour vous citer. Je vous cite et ma langue fourche. Donc vos premiers résultats de recherche montrent qu'il y a un tournant en Occident, je crois, au XVIIIe siècle, mais vous préciserez peut-être ce moment-là. Il y a un tournant, c'est-à-dire qu'on observe dans la vision que la société a de l'eau atmosphérique un changement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui se passe ? Tout à fait. Alors peut-être pour contextualiser un petit peu la fonction de la philosophie dans ce projet, c'est une philosophie, alors je ne dirais pas ancillaire, mais en tout cas d'accompagnement, c'est-à-dire qu'elle vient... notamment à la demande des collègues juristes, essayer de clarifier qu'est-ce qu'on entend par eau atmosphérique et quelles sont les conditions à la fois épistémiques, donc en termes de théorie de la connaissance, et ontologiques, en termes de composition du monde, pour qu'on puisse avoir une compréhension un peu commune et assez spontanée de ce que c'est que la pluie, ce que sont les brouillards, ce que c'est la grêle, voilà, comme vous l'avez évoqué en introduction. Et en fait, donc c'est une forme d'histoire de la conception moderne, on pourrait dire, occidentale, scientifique des eaux atmosphériques que j'essaie de faire, dans une intention qui, dans le fond, est assez proche de celle de Matteo, mais dans une histoire peut-être un peu plus proche, qui est un effort de décentrement, avec l'idée que le droit international ne se construit pas non plus hors sol, hors ontologie, hors vision du monde, hors culture. Et donc il peut être intéressant d'avoir une conception claire de quelles sont les conceptions du monde, quelles sont les épistémologies qui sont sous-jacentes
à une proposition de droit international. Donc c'était ça un peu l'idée de faire jouer à la philosophie d'abord une fonction d'histoire des idées. Et en fait, en faisant cette enquête, donc en partant à la quête du concept d'eau atmosphérique dans l'histoire moderne des idées, on trouve des choses assez intéressantes. On trouve d'abord que le concept n'est pas toujours présent. Donc je ne sais pas comment il est présent exactement dans la Bible ou au Moyen-Âge, mais en tout cas il apparaît dans les textes donc, du XVIe, XVIIe siècle, à la moitié du XVIIIe siècle, dans des littératures qui sont plutôt liées à la médecine, où notamment un certain Charles Lucas, médecin irlandais, en 1756, fait un essai sur les eaux, où il distingue les eaux terrestres et les eaux atmosphériques, ou météoriques, dit-il. Donc il distingue deux types d'eau, les eaux atmosphériques et météoriques et les eaux terrestres, et il les distingue dans une tradition de la médecine hippocratique en termes de pureté. Et donc la question, c'est quelles sont les eaux qui sont plus ou moins, on dirait, comment on dirait aujourd'hui, buvables, potables, voilà. Quelles sont celles qui sont plus ou moins pures, plus ou moins recommandées pour différents types de maladies. Mais c'est donc une fonction médicale qui garde en un sens un certain type de relation à différents types de provenance de l'eau. Et ce type d'occurrence est très distincte des occurrences qu'on va trouver ensuite dans des traités de chimie, de chimistes, et notamment autour de cette création de la chimie moderne à la fin du XVIIIe siècle, où va s'opérer une modification décisive, qui est le passage de l'eau comme élément, qui est en fait la grande tradition de la physique, on pourrait dire, depuis l'Antiquité. Donc c'est un atome, on pourrait dire, une particule élémentaire de la constitution de la matière, à une molécule, c'est-à-dire en fait à un composé elle-même de différents types en l'occurrence de gaz, enfin d'atomes. Et cette synthèse de l'eau, elle s'opère en Angleterre, en France, à peu près autour des années 1780, notamment par Cavendish en Angleterre, par Lavoisier en France, avec cette idée qu'on va comprendre l'eau comme un composé, comme une molécule composée. Et une fois que l'eau va être pensée va être décomposée par la chimie en termes de molécules, puis pensée comme un composé, il va y avoir la possibilité de penser une unification de l'eau dans différents états et différents lieux, et notamment de penser une unification de l'eau à travers son cycle entre les eaux terrestres et les eaux atmosphériques. Donc là, l'apparition des eaux atmosphériques, ensuite, à partir du XVIIIe siècle, puis tout au long du XIXe siècle, en même temps qu'il y aura le développement de la chimie moderne, de la météorologie, va plutôt apparaître, non pas pour distinguer en fait, des sources, des puretés, des potabilités, mais plutôt pour penser des formes d'unification au sein d'un système hydraulique. Voilà. Alors, ça, c'est une des modifications importantes qui arrive. Et ensuite, au plan, on pourrait dire, épistémologique et au plan ontologique, à partir du XVIe siècle, il y a deux actes ou deux processus très importants qui apparaissent dans la compréhension de l'eau. Un premier processus, c'est un processus de naturalisation des phénomènes des eaux atmosphériques. C'est-à-dire que, comme l'a dit Matteo, de façon antique et aussi de façon vernaculaire, le rapport aux phénomènes qui adviennent dans les cieux sont liés à des formes, disons, de croyances ou de causalité qui mettent en jeu des formes de surnaturel. Et donc, au XVIe siècle, va se mettre en place l'idée qu'une des fonctions de la science et de la philosophie va être de naturaliser, c'est-à-dire d'expliquer ces phénomènes à partir de causes naturelles en compétition ou pour décrédibiliser en fait, les explications par les causes surnaturelles. Donc, on trouve, par exemple, une déclaration très claire de cette intention dans le traité des météores de René Descartes, 1637. Et donc, qui commence comme ça, donc c'est une théorie physique sur ces phénomènes qui, en fait, à la suite de la physique d'Aristote, sont pensés dans la grande catégorie des météores. Et météores, il y a différents types de météores. Donc, les météores, c'est les phénomènes qui apparaissent
dans la zone géographique dite sublunaire, c'est-à-dire non pas les phénomènes astronomiques, non pas les phénomènes terrestres, mais les phénomènes qui adviennent dans ce qu'on appellerait aujourd'hui, vous avez dit le ciel, les cieux, l'atmosphère. Bon. Et il y a différents types de phénomènes. Il y a le phénomène météore igné, donc c'est les éclairs. Il y a les phénomènes, les météores lumineux, donc les arcs-en-ciel. Et puis il y a les phénomènes météores humides, qui sont notamment la pluie, etc. Ce qu'on appellera ensuite l'eau atmosphérique. Donc Descartes, qui n'utilise pas la catégorie d'eau atmosphérique, utilise la catégorie de météore. Et voilà ce qu'il dit au début de ce traité des météores pour annoncer son entreprise de naturalisation. Nous avons naturellement plus d'admiration pour les choses qui sont au-dessus de nous que pour celles qui sont à pareille hauteur ou au-dessous. Et quoique les nus, donc les nuages, n'excèdent guère les sommets de quelques montagnes et qu'on en voit même souvent de plus basses que les pointes de nos clochers, toutefois, parce qu'il faut tourner les yeux vers le ciel pour les regarder, nous les imaginons si relevés que même les poètes et les peintres en composent le trône de Dieu et font que là, il emploie ses propres mains pour ouvrir et fermer les portes des vents, à verser la rosée sur les fleurs et à lancer la foudre sur les rochers. Ce qui me fait espérer que si j'explique ici leur nature, en telle sorte qu'on n'ait plus l'occasion d'admirer rien de ce qui s'y voit ou qui en descend, on croira facilement qu'il est possible, en même façon, de trouver les causes de tout ce qu'il y a de plus admirable dessus la terre. Donc, c'est un texte qui dit, jusqu'à présent, c'est l'admiration, l'imagination qui a présidé à l'interprétation de ces phénomènes, et le rôle de la philosophie, de la science, qui deviendra en fait une opération majeure de la science moderne, c'est de naturaliser ces phénomènes, d'en montrer les causes naturelles, pour en un sens désenchanter, on pourrait dire, ou ne plus les interpréter de façon surnaturelle. Alors, il y a une façon intéressante de voir comment ce processus va se déployer, notamment au XVIIIe siècle, c'est dans l'analyse de ce qui est connu dans l'histoire naturelle, donc dans l'histoire de l'Antiquité, sous le phénomène des météores prodigieux, des prodiges. Puisque, en effet, il y a l'idée qu'il peut y avoir différents types de pluies, et notamment des pluies qui sont pensées comme des prodiges. Pluie de feu, pluie de terre, pluie de chair, pluie de sang. Qu'est-ce qu'on fait de ces phénomènes? Et donc, au XVIIIe siècle, notamment dans l'encyclopédie de Diderot d'Alembert, dont la première édition est 1751, si je ne dis pas de bêtises, il y a notamment tout un ensemble d'articles sur la question des prodiges et la question des pluies prodigieuses, où le chevalier de Jaucourt, donc l'auteur de ces articles, qui est aussi par ailleurs un protestant, un membre de famille huguenote, qui montre qu'on peut à la fois naturer des phénomènes et puis être dans des formes de confession qui ne sont pas du tout athées. Donc, Jaucourt parle des phénomènes des pluies prodigieuses en disant comment penser ces phénomènes. Et la naturalisation s'exprime de deux façons. Ou bien on va essayer de rapporter ces phénomènes à des causes naturelles. Donc par exemple, les pluies de feu dont parlent les anciens, Pline l'Ancien, etc. Ça peut être rapporté à des éruptions volcaniques. Les pluies de terre ou de charbon, ça peut être aussi rapporté à différents types d'éruptions volcaniques ou de phénomènes géologiques. Il y a des pluies d'objets comme des pluies de tuiles qui peuvent être apportées à des formes d'ouragans qui auraient emporté des objets par ailleurs dans la proximité. Puis il y a tout un développement intéressant sur la question des pluies de sang qui sont par excellence interprétées à l'époque par les politiciens et les théologiens comme justement l'effet d'une pluie sur les méchants. Voilà. Donc dans une tradition, une filiation assez directe avec la tradition dont a parlé Matteo. Et alors, de Jaucourt renvoie à une étude, à une sorte d'enquête empirique qui avait été faite, renvoie à un phénomène qui était connu à l'époque, était les pluies de sang en 1608 à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, 1608, un phénomène connu par les chroniques qui est rapporté comme des pluies de sang. Ce phénomène a fait l'objet d'une sorte d'enquête empirique
par un nommé Nicolas Claude Fabry de Peiresc, qui était un humaniste, défenseur de Galilée contre l'Inquisition, collègue de Gassendi, et qui, lui aussi protestant d'ailleurs, et qui va à Aix-en-Provence pour mener l'enquête et pour se demander quelles sont les causes naturelles de ce phénomène. Est-ce qu'on peut vraiment s'en remettre à l'explication ou à l'interprétation des théologiens et des politiques qui nous disent « Dieu a fait pleuvoir le sang » pour punir les méchants ou pour montrer ou pour condamner le péché, ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres causes? Et donc, il monte toute une enquête pour essayer de voir quels sont les lieux où ces taches ont apparu, quelles peuvent être une autre cause, et il montre que ça peut être lié à certains papillons qui, dans le processus de métamorphose, au moment de l'éclosion, émettent une certaine substance qui ressemble à une substance rouge, qui ressemble à du sang, et qui sont présents dans les lieux, et qui donc peuvent être la cause naturelle de ce phénomène et ainsi désamorcer ou disqualifier le propos des théologiens. Donc voilà, ça, c'est toute une tradition qui est très importante de naturalisation des phénomènes des météores, qui vont avoir pour effet de faire pencher la balance vers la deuxième piste que tu as annoncée, c'est-à-dire une forme aussi d'indépendance ou de séparation entre ces phénomènes et les habitants qui les subissent ou, en un sens, qui peuvent contribuer à les produire. Voilà. Et le deuxième grand processus, c'est un processus d'objectivation. Donc naturalisation d'un côté, rapportée à des causes naturelles, et objectivation d'autre part. Et donc ça arrivera avec la chimie moderne, puis après tout au cours du XVIIIe siècle, où va y avoir l'idée, donc comment on objective un phénomène, on le mesure, on essaye de le quantifier. Et donc il y a tout le développement de la science météorologique au XVIIIe siècle qui va passer par le développement des instruments de mesure, hygrométrie, baromètre, etc. Et là, il y a une figure intéressante, le professeur de philosophie de l'Académie de Genève, Horace Bénédicte de Saussure, je crois que c'est le grand-père ou l'arrière-grand-père d'un autre Saussure, linguiste bien connu, qui est le premier à inventer l'hygromètre à cheveux, et aussi un des premiers à gravir le Mont Blanc, et qui porte ces instruments de mesure dans les Alpes pour essayer de commencer à mesurer la présence de l'humidité dans l'eau, de l'humidité dans l'atmosphère, dans l'air, et ainsi commencer à objectiver le phénomène des eaux atmosphériques, ce qui va aller progressivement vers une tentative de quantifier quelle est la masse totale de cet énorme réservoir d'eau qui est aussi l'atmosphère, jusqu'à le quantifier en termes de quantité d'eau du lac de Genève, comme on voit parfois. Bon, voilà. Et ces deux processus sont intéressants parce qu'en un sens, ils permettent de se délier de ce qui va être qualifié comme superstition, donc explications qui vont être déficientes d'un point de vue causal, mais en même temps, ils vont perdre tous ces savoirs ou toutes ces interprétations qui vont continuer à exister en grande partie hors des discours savants, dans les pratiques vernaculaires, hors des sociétés savantes, qui vont être plutôt des savoirs de la relation. Des savoirs de la relation avec ces phénomènes atmosphériques, que ce soit dans ce que ces phénomènes produisent sur les personnes qui les subissent ou qui les vivent, en termes, tu as parlé en termes de subsistance, en termes de sécurité alimentaire, en termes de fécondité, mais aussi en termes de ce que ça peut produire. D'accord. Et donc, peut-être pour finir avec quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a des savoirs qui étaient assez évidents d'un point de vue vernaculaire, qui étaient par exemple l'influence des forêts sur les cycles, sur les précipitations. Donc dans l'encyclopédie, il y a toute une partie plutôt géographique où il est rapporté que tout le monde sait que les forêts créent de la pluie à un niveau local. Et le processus d'objectivation qui va faire penser l'eau comme une sorte d'entité indépendante et plutôt indépendante des observateurs et donc aussi des humains qui les subissent, va faire que ça va être un peu oublié et que c'est que très tardivement que les hydrologues vont dire mais attendez, le cycle de l'eau, c'est pas simplement la mer qui s'évapore et qui revient dans les nuages, c'est aussi en fait toutes les interactions qu'on peut avoir avec les forêts et qui font que peut-être la reforestation est aussi une technique de modification de l'environnement. Donc voilà, à grands traits, une histoire de la pensée moderne des eaux atmosphériques, elle fait ces deux types de processus de modification, ce qui nous semble aujourd'hui assez spontané, puisqu'on va dire, si on nous dit il y a des comme on peut l'entendre encore aujourd'hui, il y a une pluie de sang qui est arrivée en Inde, où on va dire, attends, on va essayer de trouver une cause naturelle, on va dire, oui, c'est des algues, c'est pas forcément la punition de Dieu sur...
la méchanceté des hommes. Et en même temps, on se rend compte aussi qu'on a perdu certains types de relations ou certains types de conscience de la façon dont les sociétés humaines peuvent entrer en relation avec ce phénomène. D'accord, merci beaucoup de nous avoir décrit ce changement de paradigme. Enfin, je m'adresse à Monsieur Berthold parce que donc vous étudiez le rapport à l'eau des sociétés passées, mais aussi celui des sociétés actuelles. Et j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, à l'échelle internationale, on n'a pas changé de paradigme de manière globale. Il existe en fait un pluralisme des conceptions et des pratiques différentes concernant l'eau atmosphérique. Donc je vous laisse nous en dire un peu plus, c'est très intéressant. Oui, bien sûr, en quelques mots, parce que je vois que l'horloge tourne. Allez-y. Mais en fait, comme l'a bien montré Damien, finalement, c'est assez localisé, cette nouvelle, c'est assez localisé sur les pays occidentaux, cette nouvelle conception de l'eau atmosphérique comme quelque chose de détaché d'une interaction divine où l'homme n'aurait pas son mot à dire. Mais bon, du coup, si on tourne un peu la tête et qu'on regarde dans le reste du monde, on voit que ce paradigme, que je qualifierais pas forcément d'ancien, je qualifierais plutôt de traditionnel, en fait, a totalement encore cours ailleurs, et puis est totalement intégré dans le système d'autres États. Je pense par exemple aux États musulmans, où l'islam est la religion d'État, où, en fait, la prière pour la pluie, en temps de sécheresse, est encore administrée par le gouvernement, par le ministre des Affaires religieuses. Ce qui, d'ailleurs, chez certaines personnes trouvent que ça pose problème. Il y a un film que je peux peut-être recommander qui s'appelle « Il va pleuvoir sur Conakry », qui se passe en Guinée, où tout l'enjeu du film tourne autour de justement une prière sur la pluie qui aurait été demandée, un journaliste dans le film le découvre, ou un caricaturiste le découvre, et la date de la prière sur la pluie est calquée sur justement une prévision météorologique. Et qu'est-ce que ça entraîne en termes de remise en cause des pouvoirs, de remise en cause de la religion, de la tradition, dans un pays qui se questionne, la Guinée, par rapport à son rapport à la modernité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit, mais pourquoi je dirais aussi traditionnel ? Parce qu'on donne rapidement l'impression à faire de l'histoire à gros traits, comme on le fait en ce moment, que... En fait, dans l'Occident, ce serait chose commune que finalement ce paradigme comme quoi on n'aurait pas d'interaction avec la pluie. Mais en fait, chose commune, moi je dirais plutôt chose acceptée et institutionnalisée, sachant qu'en fait, on voit que dans les campagnes, comme tu parlais, Damien, du savoir vernaculaire, etc., on se rend compte que dans les zones rurales et marginalisées, beaucoup de systèmes maintiennent le paradigme traditionnel. Et moi, si je fais un petit parallèle avec l'actualité, là où on le voit le plus ressurgir, c'est en ce moment chez certains politiciens, notamment américains, qui parlent de complot climatique. C'est en lien avec toutes les théories du complot, QAnon, etc., qui influencent beaucoup la politique américaine depuis quelques années. On voit des théories du complot, notamment portées par typiquement Marjorie Taylor Greene, une sénatrice et politicienne très proche des cercles très intégrée dans les cercles de Donald Trump, qui va maintenir en public des théories comme quoi les Juifs ou l'État profond, le Deep State, influerait sur les ouragans. Et aux États-Unis, vous avez vu que pendant les élections américaines, il y avait 2 ouragans, Helen et Milton, si je ne me trompe pas. Et voilà, comme quoi ça aurait été potentiellement causé par le Deep State ou les Juifs. Et c'est aussi une rhétorique qu'on voit qu'a employée aussi dans ces dernières années le gouvernement iranien. Comme quoi Israël volerait les nuages de l'Iran. Donc on voit qu'en fait cette conception disons à l'emporte-pièce comme ça en tant qu'occidentaux, on penserait être hors du cadre du discours, en fait
est encore, et peut-être maintenant plus qu'avant, de retour sur la scène politique. Donc, ce dont je parlais par rapport à la Bible au Moyen-Âge, finalement, c'est pas si loin. C'est un paradigme qui a toujours cours aujourd'hui, et c'est d'où la nécessité aussi d'une forme d'étude ethnographique. Et je suis content, ils ne sont pas là ce soir à cette table, mais de mentionner nos collègues de l'université de Mekele qui collaborent au projet et qui, eux, font des enquêtes en Éthiopie, notamment au Tigré, où encore cette tradition infuse la politique, la religion et toute la société de manière générale. D'accord, merci beaucoup. J'aurais une dernière question alors pour Monsieur Guesmaillard, mais elle est ouverte hein, si vous voulez réagir, Monsieur Berthold et Monsieur Delorme. Alors, compte tenu de cette pluralité de conceptions aujourd'hui, de cette pluralité de rapport à l'eau atmosphérique, alors comment bâtir un droit international ? Est-ce qu'on peut arriver à un consensus ? Quel choix peut-on faire ? Oui, vous savez, le droit international public a l'habitude de parler aux 193 États membres de l'ONU, et c'est donc pas le premier sujet où il faudra concilier des intérêts parfois divergents. Pour vous donner un exemple en lien toujours avec l'eau, je vous ai parlé en 1997 de cette convention sur l'utilisation des rivières à des fins autres que la navigation. C'est le fruit d'un très long processus qui a été entamé par une commission qui s'appelle la Commission du droit international, qui est une commission, qui est un organe de l'ONU, qui est chargé de travailler sur des thèmes du droit international public. On a réussi, au fruit de longs travaux, à produire cette convention. Et cette convention, elle établit de grands principes. Elle établit de grands principes qui sont ensuite déclinés au niveau régional ou local. C'est-à-dire que vous allez avoir une adaptation des grands principes de cette convention de 1997 à l'échelle du bassin, ou à l'échelle d'une rivière ou d'un fleuve en particulier. Donc le droit international est somme toute assez coutumier de cette réglementation générale. Vous avez d'ailleurs, on distingue le droit international général du droit international régional, voire local. Donc vous pouvez adapter certains grands principes. Il y aura quand même potentiellement un effort de conciliation à faire au niveau des grands principes, mais vous pouvez adapter des grands principes tels que l'utilisation raisonnable et équitable des ressources, qui est un grand principe qui prévaut aujourd'hui en matière d'utilisation des eaux terrestres. Et vous pouvez peut-être décliner ça à l'échelle de l'eau atmosphérique, puis ensuite laisser les États adapter ces grandes règles, sachant que, aussi, autre phénomène intéressant, et notamment parce que ça aussi concerne l'Éthiopie, l'Érythrée, et toute cette zone-là, et le Soudan, l'Égypte, toujours en matière, cette fois, d'eau terrestre, le Nil. Ce qui est intéressant, c'est que malgré ces conceptions parfois différentes des ressources, de la ressource eau, eh bien, ces États ont réussi à s'entendre là sur un accord sur l'utilisation du Nil, qui est censé remplacer les accords coloniaux qui avaient été conclus par les Anglais au profit de l'Égypte d'alors. Et ce qui est intéressant, c'est que ces États ont réussi à s'entendre sur un texte qui est un texte de droit international public. Ce n'est pas du droit même régional. Ils reprennent les grands principes du droit international public quant à l'utilisation des fleuves, des rivières, de la ressource eau terrestre, et ils les déclinent, mais tout en respectant, en s'intégrant dans ce cadre général. Donc le droit international est coutumier du fait, et c'est pour ça que nous considérons que nous ne nous lançons pas dans un projet civilisationnel ou autre, c'est vraiment un projet de droit international public qui va essayer de décliner, trouver ces principes et laisser, il faut accepter, quand on fait du droit international public, accepter de laisser des marges de manœuvre et de ne pas tout réglementer à la virgule près, non, de laisser cette discrétion aux États pour adapter selon leur spécificité. D'accord, merci. Si vous avez quelque chose à ajouter, non, sinon on peut passer la parole au public.
Je vous propose quelques minutes, un court temps d'échange avec le public. Donc si il y a des questions parmi vous, n'hésitez pas, on va faire passer un micro. Ah oui, monsieur ?